Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre périple à la découverte de TeX. Et dans cette vidéo, nous allons surtout nous intéresser, on va essayer de décrire, on va dire, le plus exhaustivement possible de quels moyens dispose TeX pour stocker de l'information. Alors nous avons vu dans les vidéos précédentes, on a souvent rencontré la primitive def qui permet de définir une macro. Justement après cette primitive def, eh bien, TeX attend le nom de la macro que nous voulons définir. Ici je vais l'appeler foo. Alors on pourrait lui donner des arguments, je vous renvoie aux vidéos précédentes pour comprendre comment fonctionnent les arguments avec TeX. Ici je vais définir surtout des macros qui n'ont pas d'arguments, donc je vais tout de suite ouvrir des accolades, et entre ces accolades, eh bien, je vais définir la macro foo. On va mettre quelque chose de très simple, on va mettre 1, 2, A, 3, 4. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque TeX va exécuter cette ligne, déjà les caractères qui sont ici, les 5 caractères vont être tokenisés, c'est-à-dire que TeX va leur assigner un code de catégorie à chacun, code de catégorie qui correspond au régime de 4 codes en vigueur au moment où cette instruction ici est exécutée. Alors ici j'ai modifié aucun code de catégorie, donc on va dire c'est le régime de 4 codes normal, c'est-à-dire que les chiffres 1, 2, 3 et 4 vont avoir un code de catégorie de 12, et la lettre petit a va avoir un code de catégorie de 11. À la suite de cette définition, je peux exécuter la macro foo, je la mets entre guillemets pour la délimiter. Si je compile ce petit code, eh bien, vous voyez qu'entre les guillemets, la macro foo a été remplacée. En réalité, on dit développer, mais nous allons dire remplacer pour l'instant, par son texte ici de remplacement, c'est-à-dire les 5 tokens qu'elle contenait en quelque sorte. Bien, alors ici dans le texte de remplacement d'une macro, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? En fait, pratiquement tout est permis. TeX ne fait pas beaucoup de vérification lorsqu'il est en train de tokeniser le texte de remplacement d'une macro. On peut mettre quelque chose de totalement illégal, par exemple on va mettre def bar par exemple, ce qui est un code totalement illégal au point de vue de la syntaxe de TeX. Ici j'ai 3 primitives def qui se suivent, c'est pas permis. Et ici j'ai une macro qui est pas définie, donc si je mettais ce code ici, si on devait exécuter ce code, on se prendrait une erreur de compilation, c'est absolument certain. Par contre, si je compile ceci, ce code tout simplement, bon, l'affichage n'a pas été modifié, ça veut dire que le PDF c'est celui précédemment, donc normalement le PDF devrait être vide. Eh bien, il n'y a pas d'erreur de compilation parce que TeX n'a fait aucune vérification de validité du code ici du texte de remplacement de la macro foo. Il a simplement rangé ce code quelque part dans sa mémoire pour le resservir plus tard lorsqu'on va exécuter la macro foo. Alors évidemment, si j'exécute la macro foo, par contre là ça va mal se passer puisqu'elle va être remplacée par ceci, et donc on va le faire, on va se prendre une erreur de compilation, c'est absolument certain. Voilà, erreur fatale, aucune sortie PDF n'a été produite. Bon, ce qui est normal, puisque ce texte de remplacement est illégal. Alors, qu'est-ce qui est interdit dans le texte de remplacement d'une macro? Pas grand-chose. Ce qui est interdit, c'est le caractère ici, le token, on va dire plutôt, le token de paramètre. C'est-à-dire, c'est le token qui permet à TeX de reconnaître les arguments de la macro foo. Si je mets par exemple A ici après, si je compile ceci, TeX va se plaindre parce qu'il a rencontré ce token, et après ce token normalement se situe un chiffre qui représente le numéro de l'argument qui est dans le texte de paramètres ici de la macro foo. Donc on va compiler ceci. Voilà, il me dit numéro de paramètre illégal, bien sûr, puisque après le signe dièse, j'ai pas en nombre déjà, j'ai une lettre, mais même si j'avais mis en nombre, il se serait plaint de la même façon parce que la macro foo ne dispose pas ici, elle n'a pas été définie avec un argument numéro 1.
Ensuite, ce qui est interdit dans le texte de remplacement d'une macro, ce sont des macros qui sont dites outer. Alors, c'est pas quelque chose qu'on rencontre très souvent, c'est même quelque chose qu'on rencontre très rarement. On va définir une macro outer. Je vais l'appeler bar, je vais mettre n'importe quoi, un BCD par exemple. Alors définie comme ça, elle n'est pas outer. Pour spécifier à tech que cette macro doit être outer, il faut qu'on fasse précéder la primitive def de la primitive outer, qui agit sur def pour indiquer que la macro qui va être définie doit être outer. Alors qu'est-ce que ça veut dire outer? Ça veut dire que la macro bar ici n'a plus le droit de se trouver dans le texte de remplacement d'une autre macro. Ce qui veut dire que si j'écris bar ici, ben c'est illégal, parce que tech va vérifier si les macros qu'elle rencontre dans le texte de remplacement sont outer ou pas. Et s'il y a une macro qui est outer, eh bien on va se prendre une erreur de compilation. Voilà, il me met ici séquence de contrôle interdite trouvée pendant qu'il scannait le texte de remplacement de la macro foo. Alors des macros outer, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours dans le format LaTeX. Je crois qu'il n'y en a pas. Si je cherche outer, les occurrences de outer, j'en ai ici, mais ici c'est pas la primitive. Là, les primitives elles sont en bleu dans le paramétrage que j'ai fait de VS Codium. La prochaine occurrence non plus, celle-là non plus. Donc voilà, il y a 3 occurrences de outer, mais c'est jamais la primitive outer. Donc en fait dans le format LaTeX, rien du tout n'est défini outer. Alors que dans le format PlainText, on voit ici toutes ces macros new count, new dimen, new skip, new box, etc. sont définis outer. Ce qui signifie que cette macro new count, que nous verrons tout à l'heure, je n'ai pas le droit de la mettre dans le texte de remplacement d'une macro. Donc on voit que les deux formats ne sont pas tout à fait d'accord. Parce qu'ici, si je cherche comment est définie new count, elle est définie à la ligne 348 ici, eh bien elle n'est pas précédée de outer, ce qui veut dire que pour le format LaTeX, la macro new count a le droit de se trouver dans le texte de remplacement d'une macro, alors que pour le format PlainText, la macro new count ne peut pas se trouver dans le texte de remplacement d'une macro. Moi je suis plutôt d'accord avec le format PlainText. Selon moi, la macro new count n'a rien à faire dans le texte de remplacement d'une macro. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Voilà, donc pour résumer, je vais effacer ceci. Dans le texte de remplacement d'une macro ici, eh bien j'ai pas le droit de mettre des signes dièse si la macro n'a pas été définie avec des arguments, et je n'ai pas non plus le droit de mettre de macro outer. Bien, je vais revenir donc à la définition que j'avais donnée précédemment. Alors on peut demander à tech de nous renseigner sur ce qu'est une macro qui a été définie par la primitive def. Alors pour cela on a deux alternatives. Il y a la primitive show. Donc après normalement tech attend le nom de la macro. Alors, si je fais ceci, que je compile, eh bien dans le fichier log, c'est-à-dire ce qui est ici, il m'indique dans le fichier log, moi ici dans ces deux lignes là, il me dit que foo est une macro, et il me donne après ce tiret, cette flèche, son texte de remplacement, et c'est suivi par un point. Bon, il faut savoir que la macro show marche pour des macros, pour n'importe quoi. Si je mets show petit a, comme ceci, si je compile, et bien pareil, hein, ça me donne en quelque sorte ce que c'est, ce qui suit la primitive show. Elle me dit que c'est the letter A, la lettre A. Quand tech dit la lettre, c'est que ça sous-entend que le code de catégorie est 11. Et puis nous avons aussi la primitive meaning, qui agit un peu comme la primitive show, sauf que meaning, eh bien c'est remplacé, en fait, ce texte-là est remplacé par le texte de remplacement de la macro ici. Donc c'est dirigé vers l'affichage en quelque sorte. Si je compile ici,
eh bien dans l'affichage on voit macro, encore une fois parce que foo est une macro, donc il écrit ici macro, deux points, il met un tiret, une flèche, il écrit le texte de remplacement, et par contre il ne finit pas par un point comme pour show, c'est-à-dire que c'est un peu embêtant parce que si j'avais mis un espace ici, que je compilais, j'ai exactement le même affichage en fait. Je peux pas déterminer si en regardant l'affichage si le texte de remplacement de ma macro se termine ou pas par un espace. Alors qu'avec la primitive show, comme il met un point à la fin, c'est un tout petit peu plus précis. Alors ce qu'il faut savoir sur la primitive def, c'est que les macros qui sont définis par def sont locales en quelque sorte. C'est-à-dire que à l'intérieur d'un groupe, qu'il soit simple comme ceci ou semi-simple, c'est-à-dire défini par la paire begin group end group. Bon, les deux cas se ressemblent, hein. Donc on va garder le groupe semi-simple par exemple ici. Si je définis une macro def foo, je vais laisser 1, 2, A, 3, 4. Donc à l'intérieur du groupe, je redéfinis en fait la macro foo, on va mettre ABCD. Bien sûr, à l'intérieur du groupe, eh bien, c'est cette définition-là qui va être en vigueur. Et lorsqu'on va sortir du groupe, eh bien, la définition qui est ici va être perdue. Et la macro foo va redevenir celle qu'elle était avant le groupe. C'est-à-dire que je vais compiler ce code. Lorsque la macro foo est exécutée ici, bien, ça donne ABCD parce qu'elle a été définie dans le groupe ici. Et à la sortie du groupe, eh bien, c'est la définition antérieure qui est remise en place. Et donc on obtient 1, 2, 1, 3, 4. Bien, venons-en maintenant à la primitive let. Alors qui attend deux choses après. La première, c'est la macro que l'on veut définir, on va l'appeler foo. Alors on a le droit de mettre un égal et un espace après, mais cet espace et ce signe égal sont facultatifs. S'ils sont omis, la syntaxe est correcte également. Et après, bien on met ce à quoi on veut que la macro foo soit égale. Alors par exemple, si je définis une macro bar 1, 2, 3, 4, 5, si je mets let foo égale bar, ici la macro bar est définie, hein, comme on l'a vu précédemment, et après cette instruction, eh bien, la macro foo sera rendue égale à la macro bar, c'est-à-dire que le texte de remplacement de la macro bar sera copié dans le texte de remplacement de la macro foo. Si j'exécute foo ici, bien j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5 parce que la primitive let copie le texte de remplacement de bar dans le texte de remplacement de foo. Ensuite, si je redéfinis la macro bar que je mets ABCD et que je réexécute la macro foo, elle ne va pas être affectée la macro foo parce qu'en fait son texte de remplacement est indépendant de celui du texte de remplacement de la macro bar. En fait, ce sont deux textes de remplacement qui ont été créés. Le texte de remplacement de la macro bar a été créé ici et le texte de remplacement de la macro foo a été créé ici. Peu importe après ce que devient la macro bar, le texte de remplacement de la macro foo reste égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je compile ce code, dans les deux cas, je vais obtenir 1, 2, 3, 4, 5 parce que la redéfinition de la macro bar n'influe plus sur ce qu'est la macro foo. Tout comme la primitive def, la primitive let est locale elle aussi. Si j'agis dans un groupe, on va dire par exemple ici, alors ici la macro foo va être définie puisque
l'instruction qui est juste au-dessus la rend en quelque sorte égale à la macro barre. Par contre, la fermeture de ce groupe simple, eh bien, l'action de let est perdue. La macro foo redevient indéfinie en quelque sorte. Si j'exécute ce code, il va me dire qu'ici, à la ligne 13, voilà, ici, eh bien, j'ai une séquence de contrôle indéfinie. Alors, tout comme pour la macro, pour la primitive def, il est possible de rendre la macro let globale. Alors, c'est pas un G qu'on met devant, parce que glet ça n'existe pas. On met la primitive globale devant let pour indiquer que la portée de cette définition doit être globale. Et ainsi, maintenant, si je compile ce code, dans les deux cas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, puisque l'assignation ici a été globale, c'est-à-dire qu'elle survit à la fermeture du groupe. Bien, passons à l'étape suivante concernant le stockage d'informations par TEC. Alors TEC dispose pour stocker de l'information, c'est-à-dire du code arbitraire défini par l'utilisateur, de registres de tokens, ça s'appelle comme ça. Alors contrairement aux macros que l'on peut définir en nombre quasiment illimité, il n'y a pas de limite écrite quelque part en dur concernant le nombre de macros que l'on peut définir. Alors c'est pas limité évidemment, ça dépend de la mémoire de TEC, la mémoire d'ordinateur, mais bon, il n'y a pas de limite physique écrite quelque part dans le code de TEC pour le nombre de macros que l'on peut définir. Les registres de tokens, eux, sont limités en nombre. Initialement, dans le TEC écrit par Donald Knuth, c'était 256 registres de tokens. Et maintenant, depuis plus de 15 ans maintenant, tout le monde utilise, sans le savoir peut-être, ETEC, qui est une extension de TEC. Eh bien, ETEC propose 32 768 registres de tokens. Donc on n'est pas du tout à l'E3, il n'y a pas de raison de rechigner à utiliser des registres de tokens, ils sont en nombre grandement suffisant. Alors pour stocker de l'information dans un registre de tokens, je dois passer par la primitive tox et écrire après le numéro de registre dans lequel je veux stocker de l'information. Je vais mettre n'importe quoi, 150 par exemple. Après, la syntaxe ressemble un peu à la primitive let, je peux mettre un signe égal et un signe égal et un espace qui seront ignorés, et entre accolades, je mettrai les tokens que je veux stocker. Alors, on peut écrire ça comme ça, hein, c'est parfaitement valide. On peut même mettre un espace après le 150, puisque lorsque TEC est en nombre, c'est-à-dire ici 150, l'espace, s'il y a un espace qui suit le nombre, ce qui est le cas ici, eh bien cet espace sert à stopper la lecture du nombre et il est absorbé par TEC. Donc je vais rien mettre du tout, et puis je vais stocker un peu la même chose que la dernière fois avec des macros 1, 2, A, 3, 4. Alors quand cette ligne plutôt est exécutée, les caractères ici sont tokenisés selon le régime de quête code en vigueur. Donc ici 1 et 2 auraient le quête code 12, A le quête code 11 et 3 et 4 le quête code 12. Ensuite, pour extraire, une fois que c'est stocké quelque part, il faut pouvoir extraire l'information. Donc je suis obligé de passer par la primitive 2 et de lui spécifier le registre de token que je veux, auquel je veux accéder. Alors je vais mettre ça entre guillemets, voilà, je vais compiler. Eh bien on voit bien que cette instruction extrait de la mémoire de TEC le contenu du registre de token. Alors ici, notons que j'aurais très bien pu mettre un espace ici, ça n'aurait pas changé. Cet espace ici est lu avec le nombre 150, donc il est absorbé par TEC, et si je compile ceci, l'affichage sera exactement le même. Alors après, pour les numéros de registre, on va tout de suite régler ce petit problème. Bon, c'est un peu embêtant que ce soit l'utilisateur qui décide quel numéro de registre il veut utiliser. Parce qu'en fait, il n'a pas connaissance des registres qui sont déjà utilisés au moment où on veut on veut stocker de l'information dans un numéro de registre. Rien ne dit que le registre numéro 150, il n'est pas déjà utilisé par quelque chose. Peut-être par la classe article, peut-être par ce package, ou même des instructions que j'aurais écrites si j'avais eu un préambule un peu plus long. Donc pour lever ceci, alors il y a deux astuces. La première astuce, c'est que le registre numéro 0, c'est une convention, on a admis que c'est un registre brouillon dont on pouvait se servir un peu localement quand on a un peu envie. Il est utilisé normalement par personne de façon pérenne, c'est-à-dire qu'aucun package, aucune macro ne mobilise de façon durable le registre de token numéro 0. Donc si on a besoin ponctuellement d'un registre de token, on utilise le registre numéro 0. Après,
il existe une macro newtox. C'est pas une primitive, c'est une macro qui est définie par le format tech et le format plaintex. Après cette macro newtox, j'attends. On va mettre un nom. Un peu comme on mettait un nom de macro après la primitive def. On met un nom de registre de token après la primitive newtox. Donc si j'exécute ceci, eh bien la séquence de contrôle, ce n'est pas une macro, ça ne définit pas une macro, attention. La séquence de contrôle fooTox va être en quelque sorte égale à tox suivi du premier numéro de registre qui est libre à ce moment-là. D'ailleurs, on va s'en assurer, on va regarder avec la primitive show à quoi est égale la séquence de contrôle fooTox. Voilà, il me met ici fooTox, mais pas que c'est une macro, c'est un peu comme si elle avait été définie avec let. Eh bien, elle est équivalente en quelque sorte à tox18. Ça veut dire que, à ce moment-là, il y a donc 16 registres de tokens, parce qu'on ne compte pas le numéro 17 registres de tokens déjà qui ont été pris auparavant dans le préambule, peut-être par la classe article, le package géométrie, le package fontech. Et donc le prochain numéro de registre qui est libre, c'est le numéro 18. Donc ce qui fait qu'en fait ça libère complètement l'utilisateur de se préoccuper de quels numéros de registre sont déjà utilisés. Et comme ça on évite des écrasements intempestifs quand on définit des registres de tokens. Donc c'est beaucoup plus pratique de procéder comme ceci que de passer par un numéro de registre, quasiment tout le temps. Lorsqu'on veut définir un registre de token, on passe par la macro newtox. Bon, donc je vais laisser le registre de token de nom fooTox. Alors je mets tox ici pour indiquer, alors si ça avait été une macro j'aurais mis foo, puis pour indiquer que c'est un registre de token je mets tox, comme ça c'est un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir que cette séquence de contrôle en fait c'est un registre de token. Alors qu'est-ce qui est permis dans un registre de token? Je vais écrire fooTox égale. D'ailleurs, je ne suis même pas obligé de mettre le signe égal. Je rappelle que fooTox, c'est comme si j'écrivais tox18. Voilà. Eh bien, alors n'importe quel token, un def, etc. 4. Mais j'ai le droit aussi au token de paramètre dièse. Si j'écris ceci par exemple, et que je compile, il n'y aura pas d'erreur de compilation parce que le token de paramètre est permis dans les registres de tokens. Pour afficher le registre de token, je vais mettre show, c'est un peu la même chose que la primitive show pour les macros. Et si je mets ceci et que je compile dans le fichier log ici, voilà, alors bon, la syntaxe est un peu différente de la primitive show, il met juste en signe supérieur un espace et juste après il me met les tokens qui sont stockés dans le registre numéro, ici c'était 18. Alors une spécificité du token de paramètre, c'est qu'il est doublé à chaque fois qu'il est imbriqué dans une définition. Alors ici c'est une définition, c'est une assignation, donc c'est pour ça que le registre de token ici, il est doublé là. Donc on retrouve 1, 2, 3, la séquence contrôle def. Il faut savoir que quand on affiche un contenu quelconque, les macros sont toujours suivis d'un espace. Et on retrouve 5, 4, 5, dièse et P. Alors ce qui est pratique en fait, c'est qu'on pourrait très bien imaginer la chose suivante. Je pourrais stocker dans le registre de token ceci, qui est le début en quelque sorte d'une définition de macro admettant 2 arguments. Et pour définir la macro, je pourrais écrire ceci, je m'écris the fooTox. Alors je rappelle que the fooTox c'est remplacé par ceci. Donc en fait c'est comme si j'écrivais ça là. Et donc je pourrais mettre je vais faire afficher les 2 arguments de la macro foo.
Sauf qu'ici, je vais remettre the footox. Donc cette ligne va définir la macro foo ayant deux arguments. Et ensuite, je peux l'exécuter. Je vais lui donner comme premier argument bonjour et comme second argument au revoir. Et normalement, si j'exécute tout ça, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Ça doit m'afficher argument 1 égale entre guillemets bonjour, virgule, argument 2 égale entre guillemets au revoir. Voilà, c'est un moyen qui est utilisé parfois pour stocker en quelque sorte le texte de paramètres et le nom d'une macro et le définir un peu plus tard. C'est une chose qu'on ne pourrait pas faire avec des macros, il n'y a que les registres de tokens qui permettent ce genre de choses. Nous allons finir avec les registres de compteurs, c'est la dernière chose que nous allons passer en revue qui permet de stocker de l'information pour tech. Le registre de compteurs, c'est pareil que les registres de tokens, ils sont en nombre limité. Il y en a aussi 32 768 qui sont mis à disposition par ETEC. Et pour accéder à un registre de compteurs, eh bien, je dois utiliser la primitive count. Et par exemple, décider que j'ai envie de stocker quelque chose dans le registre numéro 465. Alors c'est pareil, hein, là, le même problème va se poser qu'on avait rencontré avec les registres de tokens, c'est-à-dire que rien ne prouve que ici, quand je vais stocker quelque chose dans le registre numéro 465, qu'il n'ait pas déjà été pris par notre macro dans un package ou dans le format LaTeX lui-même. Et donc je risquerais, si imprudemment comme ça j'utilise un registre un peu au hasard, eh bien d'écraser des choses qui sont déjà stockées et provoquer des bugs par la suite. Alors on n'utilise jamais un compteur comme ça, on utilise la macro newCount qui fonctionne exactement comme newTox tout à l'heure. Après on attend un nom, ça va être le nom du compteur, je vais l'appeler par exemple xcnt. Et donc, après que cette ligne ait été exécutée, dans la séquence de contrôle xcnt, elle sera équivalente à count suivi du premier numéro de registre de compteur qui est libre à ce moment-là. D'ailleurs, on va voir avec la primitive show de quoi il en retourne. Eh bien, je vois qu'ici, là, à cette ligne, mais il y a quand même 196 compteurs, de registres de compteurs qui ont été utilisés. Alors c'est dans le préambule évidemment, avant qu'au début du document ici, j'en demande l'allocation d'un nouveau. Les registres de compteurs, ils sont utilisés dans le format plaintext lui-même, bien sûr. Dans la classe article certainement, dans le package géométrie ou dans le package Fontaine. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez couramment utilisé. Tout à l'heure, les registres de tokens, je crois qu'on était au numéro 17 ou 18, je ne sais pas. Et là, les compteurs, on est quand même, il y a 196 compteurs qui ont été mobilisés avant qu'on rencontre le début du document. Alors, qu'est-ce que je peux stocker dans un compteur? Eh bien, ce sont des nombres entiers. Alors, la syntaxe ressemble à celle des registres de tokens. On écrit le nom du compteur, alors ici c'est le numéro 197, donc. On peut ou pas, au choix, mettre un signe égal et mettre aussi éventuellement un espace après ce signe égal. Ils seront de toute façon ignorés. Et après, donc, on met un nombre entier. Alors, c'est un nombre entier signé, qui est compris entre moins 2 puissance 31 plus 1 et 2 puissance 31 moins 1. Autrement dit, les registres de compteurs ont 64 bits de stockage en mémoire. Donc, je vais mettre par exemple 458. Et une fois que cette allocation est faite, cette assignation pardon est faite, eh bien, dans le registre de compteur numéro 497, eh bien, j'ai la valeur 458 qui est stockée. Exactement comme avec les registres de tokens, pour faire remonter une information qui est stockée, on utilise la primitive the et on met après le nom du registre de compteur, où on mettrait count 197 si on voulait vivre dangereusement. Je vais mettre ceci entre guillemets. Je compile. Alors pourquoi ça marche pas, je ne sais pas. Si ça marche. Voilà, entre guillemets, donc j'ai la valeur du compteur ici, 458. D'ailleurs, à propos, il existe une autre primitive qui permet d'afficher la valeur qui est contenue dans un registre de compteur, c'est la primitive number, qui est d'ailleurs un peu plus parlante que 2.
Après un number, il est logique d'attendre un nombre, donc la primitive number est plus souvent, en tout cas moi je préfère l'employer pour faire remonter la valeur d'un compteur plutôt que la primitive. Encore si je compile, je sais pas ce qui se passe. Voilà, l'affichage est exactement le même. Bon, pour le nombre ici, que j'avais mis un nombre codé en décimal, il faut savoir que TeX comprend l'hexadécimal, à condition d'utiliser des lettres majuscules et des chiffres. Par exemple, si j'ai envie de ranger dans ce compteur le nombre B9D, par exemple, eh bien les guillemets qui sont là, les chiures de mouche qui sont là, spécifient que le nombre qui suit est écrit en hexadécimal. Je vais compiler. Et donc, en hexadécimal, le nombre B9D vaut 2973. Alors, il n'y a pas de moyen, malheureusement, d'afficher la valeur d'un registre de compteur sous d'autres formes que décimales, comme ceci. Donc, autant on peut entrer des valeurs décimales ou hexadécimales, ou même octales, on va le voir, autant la primitive number, elle, délivre toujours un nombre écrit en écriture décimale. Pour de l'octal, il faut faire précéder le nombre d'une apostrophe. Donc, par exemple, je vais mettre 652 en octal. Je compile. Et bien, le nombre 652 en octal vaut en décimale 426. Ensuite encore, il y a une autre possibilité, toujours pour écrire en nombre. Je vais enlever ces signes égaux d'ailleurs. C'est de le faire précéder par une apostrophe inverse. Alors quand TeX attend à lire un nombre et qu'il voit une apostrophe inverse, ce qui va se passer après, c'est qu'il va donner le code de caractère du token qui suit. Je vais mettre petit a, je crois que le code de caractère de petit a c'est 65, me semble-t-il. Je vais compiler. Ah mais non, c'est peut-être grand A, alors peut-être grand A 65. Voilà. Donc ici, ceci n'a pas l'air d'être un nombre, pourtant, avec les conventions de TeX, l'apostrophe inverse et un token derrière donnent le code de caractère de ce token. Alors, on peut mettre des tokens un peu plus exotiques, on peut mettre par exemple, si je mettais ceci, du fait du code de catégorie, du code de pourcent, il est ignoré. C'est-à-dire que dès que j'ai des tokens qui sont de 4 codes un peu exotiques, c'est-à-dire qui ne sont pas de 4 codes 11 ou 12, il est plus sage de mettre une apostrophe inverse comme ça, une contre-oblique, je veux dire, pardon. Comme ça, de toute façon, TeX comprend que c'est le code de caractère du caractère de contrôle qui est là. Je compile ceci. Eh bien, le code de caractère du pourcent est 37. Alors, concernant les opérations sur les compteurs, on dispose des 4 opérations arithmétiques classiques, l'addition et la soustraction. Il suffit d'ajouter un nombre négatif, la multiplication et la division. Alors, je vais assigner par exemple au compteur la valeur 6. Pour ajouter quelque chose à ce compteur, on utilise la primitive advance. On écrit après le nom du compteur. Alors après on écrit by, ce mot-clé là est facultatif, et on écrit ce que l'on veut ajouter au compteur. Par exemple, j'ai ajouté le nombre -8. Et ensuite, si je affiche le contenu du compteur, ça devrait faire -2. Normalement, je vais le mettre entre... Voilà. Voilà, le compteur vaut donc -2. Si j'avais mis un nom positif, 8 et 6, ça aurait fait 14 bien sûr. Alors pour multiplier un compteur par un nombre entier, pareil, c'est la primitive multiply. Donc je vais enlever ce by là. Et bien, imaginons qu'on veuille multiplier ce compteur par -3 par exemple. Bien, je voudrais obtenir -18 si tout va bien, si je sais encore mes tables de multiplication. Voilà, -18. Et enfin, on a la primitive divide.
on peut diviser par un nombre entier. Je vais mettre 17, tiens. Si je divise par 4, alors évidemment 17 n'est pas divisible par 4, ce que TeX donne comme résultat, c'est le quotient de la division euclidienne, 17 divisé par 4. Ici je vais trouver normalement 4. Si je mets 30, le quotient de la division 30 divisé par 4, ça devrait faire 7 normalement. Évidemment, quand l'opération tombe juste, si je mets 32 par exemple, ça va faire 8 bien entendu. Je peux également diviser par un nombre négatif. Si je divise 32 par moins 4, j'obtiens moins 8. C'est tout ce dont dispose TeX pour les opérations sur les compteurs. Voilà, après, il n'y a pas de moyen plus court pour l'instant. Si j'ai envie de multiplier le compteur par 5, soustraire 3 et multiplier le résultat par 2, eh bien, je suis obligé de faire ceci. Je vais d'abord le multiplier par 5. Après, je vais ajouter moins 3. Et je vais multiplier le résultat, c'est-à-dire ce qui est contenu encore dans le compteur, par 2. Je vais effacer ceci. Je ne vais pas mettre 32 parce qu'en calcul mental, je ne vais pas m'en sortir. Je vais mettre 2. Si je multiplie par 5, ça va faire 10. Si j'ajoute moins 3, ça va faire 7. Et si je multiplie par 2, ça va faire 14. Ici, je me suis trompé. C'est une contre-oblique. J'ai oublié d'afficher la valeur du compteur. Voilà, on obtient bien 14. Je vais mettre entre guillemets. Alors de la même façon qu'on avait pour le registre de token show2, et bien là aussi, pour afficher dans le fichier log la valeur qui est contenue dans le registre de compteur, eh bien on fait show2, on compile et dans le fichier log j'ai ici, voilà, ça c'est la ligne numéro 1, c'est la ligne où l'instruction a été rencontrée, et ici c'est pareil, hein, c'est le petit chevron suivi d'un espace et de la valeur en décimale bien sûr, contenu dans le registre de compteur que j'ai appelé XCNT. Alors, dernière petite chose concernant la lecture d'un nombre ici. Je peux très bien avoir un autre compteur ici. Alors, on va définir un autre compteur. On va l'appeler YCNT. Je vais dire que YCNT c'est égal à 10 par exemple. Et je peux très bien mettre ici XCNT égale YCNT. Donc la valeur du contenu dans le registre de token YCNT va être copiée dans le registre de compteur XCNT. Donc du coup après ça, les deux contiendront 10. On va s'en assurer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les opérations et les lectures de nombres sur les compteurs. Bon, il faut bien être conscient que il existe déjà des packages qui permettent de faire des calculs de façon beaucoup plus naturelle que ces enchaînements d'opérations là qu'on vient de voir. Et puis il existe aussi une primitive de TeX qui s'appelle numexpr, que nous verrons un peu plus tard, qui permet de faire des calculs sur des nombres entiers de façon quasi naturelle également. Alors on va finir avec un peu, je le mets dans les compteurs, je ne devrais pas, hein, ce sont les dimensions. Il y a également des registres de dimensions, toujours dans le même nombre, il y en a 32 768 qui sont mis à disposition par TeX. Et encore une fois, pour accéder à un registre de dimensions, eh bien, on utilise la primitive dimen suivie du numéro de registre que l'on veut. 499, c'est toujours le même problème, on ne sait jamais si le registre est pris ou pas, donc on ne fait pas comme ça, on demande avec la macro newDimen, pareil, on va donner un nom, je vais l'appeler adim par exemple, et bien après ceci, la macro adim sera équivalente à dimen suivi du numéro de dimension, le premier numéro de dimension du registre qui est disponible. On va voir d'ailleurs
Par curiosité, je sais absolument pas. Voyons. Ah oui, quand même, 147 aussi. Vous voyez, les registres de dimension, c'est utilisé aussi beaucoup, alors soit par le format LaTeX, qui doit en mobiliser un sacré paquet. La classe article, elle doit en mobiliser aussi. La géométrie, n'en parlons même pas. Fontaine, je pense pas. Donc il y a quand même 146 registres de dimension qui sont déjà pris avant que l'on écrive quoi que ce soit dans le corps du document. Bon, alors les dimensions, pour assigner quelque chose à une dimension, on écrit sur toujours la même syntaxe, égale, avec un espace ou pas, et bien on entre une dimension. Alors, il y a plusieurs unités, il y a les points, les centimètres, les millimètres, les EM, les EX, les SP, etc. Bon, on va pas tous les voir, il y en a d'autres que j'oublie, dont je ne me sers strictement jamais. Alors on va écrire 10 points. Après cette assignation, eh bien, le registre de dimension contient la dimension 10 points. Pareil pour afficher le contenu du registre. J'écris ceci, je vais mettre, pardon, entre guillemets, je compile et ça doit me dire 10 points. Il faut savoir que ça rajoute toujours, même si c'est entier, ça met toujours au moins un chiffre après la virgule. Voilà, si je mets 4 cm ici, qui est une dimension complètement valide, je ne vais pas mettre l'égal, pour montrer que cette syntaxe est complètement légale. 4 cm, eh bien, pareil, c'est une dimension qui est totalement valide, les centimètres sont compréhensibles par TeX. Par contre, quand je fais afficher par The, eh bien, j'ai toujours une dimension en points qui va s'afficher ici. Si je compile 4 cm, eh bien, on peut dire que ça fait 113,80 102 points. Toutes les dimensions que je rentre sont converties en quelque sorte, je pense, en interne en points, et sont sortis de cette forme-là par la primitive de. Je vais mettre 3 EM. EM, c'est une dimension qui est liée à la fonte en cours, c'est la dimension d'un cadras, c'est-à-dire à peu près la largeur de la lettre M majuscule. Je compile, et bien 3 EM, ça fait à peu près 35,2414 points. Il y a la plus petite dimension que TeX puisse afficher, ce sont les SP. Je vais mettre 100 SP. SP, ça veut dire scale point, ça veut dire c'est des points d'échelle. C'est 65 536 fois plus petit qu'un point. Alors un point déjà c'est pas très grand, un point c'est une dimension qui est assez petite. Donc imaginez divisé par 65 536, c'est une dimension qui est macroscopique, qui est de l'ordre de quelques nanomètres. Donc je vais afficher en points toujours ce que représente 100 points d'échelle. C'est très peu bien sûr, 0,00153 points. Alors ce qui se joue en coulisses en fait, bon, j'ai pas été lire le code du programme TeX, mais c'est quasiment sûr, c'est que toute dimension qui est entrée dans un registre de dimension, par exemple si je mets 10 cm, en interne elle est convertie en SP. On peut s'en assurer, au lieu de mettre the devant la dimension, je vais mettre number. Ce qui n'est pas logique, parce qu'après number, justement, normalement on attend un nombre entier. Eh bien, ceci c'est recevable parce que en réalité, en coulisses, le registre de dimension numéro, je crois c'est 197, enfin ADIM, contient des SP, des points d'échelle. Si je compile ceci, eh bien on peut voir que 10 cm ça vaut 18 646 798 points d'échelle. Et j'aurais dû mettre 1 cm plutôt pour montrer à quel point un point d'échelle est petit. Mais ça fait quand même 1 864 679 points d'échelle. Donc voilà, en fait, toute dimension, il y a un peu deux facettes qui sont équivalentes. Soit c'est compris comme une dimension avec une unité, des points, des centimètres, etc. Mais il faut savoir qu'en coulisses, toute dimension est convertie en un nombre entier de points d'échelle. Et on peut d'ailleurs le faire apparaître avec number, juste devant un registre de dimension.
Voilà très vite un petit résumé de tout ce que nous avons vu concernant le stockage des informations avec TeX. Alors en premier on a vu les macros, avec comme assignation la primitive def suivie de la macro et du texte entre accolades. Alors ici on ne définit pas de macro avec des arguments. Tout est permis dans le texte ici, sauf le token dièse et les macros qui sont outer. Et pour récupérer le contenu qui a été stocké dans la macro, eh bien, il suffit d'écrire le nom de la macro dans le code source de TeX, ce qu'il exécute, c'est-à-dire que TeX va la remplacer par son texte. Pour voir dans le fichier log, c'est show macro, et pour le diriger vers l'affichage, c'est meaning macro. Après, nous avons vu les registres de tokens. Alors, pour demander une allocation d'un nouveau registre, c'est newtox, le nom du registre que l'on choisit, hein, comme on a envie. Assignation, nom du registre égale texte, ou nom sans le signe égal texte. Là encore, tout est permis dans le texte, le token dièse est permis, mais les macros à hauteur ne sont toujours pas permises. Pour extraire le contenu d'un registre de token, c'est the et puis suivi du nom du registre. Et dans le fichier log, c'est show the suivi du nom du registre. Pour les registres de compteur, c'est pareil, au lieu de newtox, on met newcount, le nom que l'on choisit. L'assignation, ben, c'est le nom du registre égale un entier, alors sous forme décimale, sous forme hexadécimale avec des guillemets, sous forme octale avec une apostrophe, ou sous forme d'un code de caractères avec une apostrophe inverse suivie d'un token, ou c'est plus sûr de le mettre comme ça, l'apostrophe inverse suivie d'une contre-oblique et le caractère dont on veut récupérer le code de caractère. Pareil que pour les registres de tokens, l'extraction c'est the plus le nom du registre, ou plutôt number, ce qui est plus parlant, les deux sont équivalents. Dans le fichier log, c'est show the plus le nom du registre. Les opérations disponibles, c'est l'addition avec advance, l'addition d'un entier relatif bien sûr, la multiplication avec multiply, la division avec divide. La division est entendu que c'est le quotient de la division euclidienne qui est renvoyé par, qui est assigné au compteur. Et puis enfin les registres de dimension qui ressemblent un peu au registre de compteur. Bon, c'est pareil, au lieu de mettre new count, on met new dimen. L'assignation c'est le nom du registre égale une dimension accompagnée d'une unité, il y en a toute une palanquée. Et pareil que pour les registres de compteur, on extrait le contenu d'un registre avec the plus le nom. On obtient toujours une dimension en point, quelle que soit l'unité que l'on a utilisée pour faire l'assignation ici. Pour convertir une dimension en nombre de scale point SP, on place number devant, on obtient donc un nombre entier. Et pareil pour le fichier log, c'est show de plus le nom du registre de dimension. Voilà, c'est tout pour cette fois. À bientôt.